l'industrie du luxe par ceux qui la façonnent. Je m'appelle Lou Dana et bienvenue dans la saison 2 du podcast du luxe. Je suis la cofondatrice de la startup Grace qui permet aux marques de luxe de protéger les biens exceptionnels de leurs clients de manière automatique et gratuite afin qu'ils les portent en toute sérénité partout dans le monde. Une nouvelle norme qui tend à se généraliser pour toute l'industrie du luxe de par les bénéfices importants que cela génère autant pour les marques que pour les clients. Pour en savoir plus, cliquez sur grace.io ou les liens dans la bio. Vous avez été plus de plusieurs centaines de milliers à écouter la première saison du podcast du luxe. C'est un grand merci. Pour cette nouvelle saison, nous partons encore une fois à la rencontre d'invités de marques que j'ai eu la chance de rencontrer à travers Grace. Ils ont accepté de se livrer pour vous révéler tous les secrets de ce qu'il y a derrière des pièces iconiques et des grandes maisons que vous connaissez. Bulgari, Chanel, Hermès, Rolex. Patrons, grands noms, journalistes, designers, leaders, j'ai le plaisir de vous partager en exclusivité mes conversations inédites et sans filtre avec ceux qui, à travers leur histoire, ont façonné celle de l'une des industries les plus puissantes et énigmatiques au monde, le luxe. Bonjour Geoffrey. Bonjour Lou. Merci beaucoup de me recevoir aujourd'hui dans les bureaux parisiens de Snapchat. Avant de commencer, est-ce que tu pourrais nous dire qu'est-ce que ça représente pour toi d'avoir emménagé là et tous ces bureaux, ces différentes... il y a plein de rooms spécifiques, virtuels, etc. Écoute, ouais, on est très fiers et très heureux d'avoir rejoint ces bureaux récemment. Donc c'est depuis le mois de mai, on est dans une adresse prestigieuse. Moi, ça va faire bientôt maintenant 9 ans que je suis chez Snapchat. Donc sans dire que c'est un accomplissement parce qu'on a encore beaucoup de choses à faire. Voilà, ça montre les ambitions qu'on a sur le marché, mais aussi à l'échelle mondiale. On a un peu plus d'une centaine de personnes ici. Avant, on était séparés dans 3 espaces différents. On avait notre bureau principal dans le 9e, on avait un espace de coworking et on avait aussi l'antenne à Station F. On avait notre AR Studio à Station F. Donc on avait vraiment, les équipes étaient un peu dispersées et aujourd'hui, on est très heureux d'être tous sous le même toit. Ouais. Bah oui, surtout après autant d'années. Ouais, voilà, on a eu. C'est vrai qu'il s'est passé beaucoup de choses. Donc moi, je suis arrivé chez Snap en septembre 2016, lorsqu'on a ouvert le bureau à Paris. Au début, on était 3-4, et c'est vrai que à ce moment-là, on n'avait pas d'adresse véritablement physique. On était dans un coworking space. On est resté là-bas pendant un peu plus d'1 an. Pour enfin emménager dans un bureau dans le 9e qui est d'ailleurs magnifique, un peu à l'image de celui-là, mais celui-là est encore un peu plus majestueux, si on peut dire, beaucoup plus grand. Ouais, global, etc. Donc j'étais venue pour un événement que vous aviez fait, enfin, c'est magnifique quoi. De toute façon, on mettra des photos un peu sur les réseaux sociaux, mais là il y a un énorme logo Snapchat dans la cour, enfin, c'est vraiment magnifique, tout le design est travaillé, enfin, on a envie de venir travailler chez vous. Mais venez. C'est vrai qu'il y a, je trouve, chez Snap cette notion, ce souci du détail. Et puis ça vient pas de nulle part. Hein. Evan Spiegel, notre fondateur, c'est un designer product et du coup il a cette sensibilité et cette obsession du détail. Donc c'est vrai que lorsqu'on arrive ici, on se rend compte que tout a été choisi, que ce soit les couleurs, les tableaux, le mobilier. Voilà, on est dans un écrin assez unique, je trouve, dans Paris. Ouais. C'est vrai, puis on reconnaît des détails à chaque fois quand on se balade, le jaune qu'on voit un peu partout, etc. Un petit peu. Là, le lab un peu par AI, enfin, tu vois, réalité augmentée, etc. Donc ça, c'est super intéressant de voir ça. On rentre dans l'univers de Snap quand on arrive. Donc trop heureuse même d'être là. Merci d'être là. Bah ouais. En plus, on va parler de choses particulièrement intéressantes qui va lier les médias par rapport au luxe. Toi, donc, tu t'occupes du luxe pour le monde, pour Snap. Snap a été fondé en 2011 et j'ai join en 2016, donc 5 ans. Quand même, ok, oui, il y avait quand même 5 ans. Et c'était quoi fais un arrêt sur image. 4-5 ans, et il faut se dire qu'avant que ça prenne l'ampleur que ça a pris, pendant 2-3 ans, il n'y avait pas de publicité sur Snapchat. Hein. C'était pas monétisé? C'était pas monétisé, c'était vraiment du Snap et il y avait même... C'est vraiment, tu prenais ta photo qui durait 24 heures et tout, t'avais pas la messagerie? C'était tout. Il y avait au tout début pas la messagerie, au tout début il n'y avait même pas les stories qui sont arrivées qu'en 2015. Moi, je me rappelle qu'ils sont arrivés. Voilà, donc tu te rappelles parce que tu as beaucoup utilisé et tu utilises toujours énormément. Exactement, Peut-être un peu moins qu'avant, mais tout de même. J'ai grandi avec Snap. Hein.
collège, lycée, enfin, Snapchat, c'était la façon de communiquer. Parce que Facebook, t'as tes parents qui sont arrivés dessus, donc on y était beaucoup moins. Ouais. Et après, en fait, tu sais, même aujourd'hui, tu as les flammes pour garder un peu, tu sais. Enfin, c'est super et je le vois dans des gens un peu plus jeunes que moi. Snapchat est toujours là. Enfin, complètement. Tu vois? Mais bon, ça, on va en reparler. On va en reparler. Donc là, Snapchat a 4-5 ans et du coup, moi, je sais que Snap va ouvrir un bureau. J'apprends que Snap va ouvrir un bureau, donc j'essaie de contacter… Mais ils étaient déjà en France? Non. Ah, pas du tout? Ah, pas du donc tout. Moi, je pouvais pas y avoir accès à l'époque. Alors, l'appli était disponible en France, mais les bureaux, non. Exact. Absolument, l'appli était déjà disponible dans pas mal de pays à travers le monde. Oui, parce que moi, en 2016, je passais le bac. Donc tu l'avais déjà depuis un moment. Déjà depuis un mois. Exactement. Donc c'était disponible, mais lorsqu'on a… mais à ce moment-là, j'apprends qu'ils vont ouvrir un bureau à Paris. Et c'est vrai que… Comment tu l'apprends? Parce que c'est tout bête, mais bon… Mais parce que les gossips vont vite. C'est une tech, Internet. J'ai pas mal de potes dans des grandes sociétés Tout le monde Internet en parle, aussi. C'est des mastodontes. Mastodonte à l'époque. Oui, c'est quelque chose on se dit que ça va arriver. Il y a quelque chose qui se trame. Et la France, pour Snap, c'était le premier pays dans lequel on ouvrait un bureau qui était non anglophone. Ah. Parce qu'il y a eu les US, le UK, l'Australie, et après la France. C'est le 4e pays dans lequel on a ouvert un bureau dans le monde. Donc moi, j'ai contacté beaucoup de gens chez Snap via LinkedIn, des recruteurs, etc. Et ça s'est fait naturellement après un peu de harcèlement de ma part. Voilà. Et c'était pour faire quoi au départ? Alors, au départ, c'était… Il y avait l'ouverture du bureau. Il y avait l'ouverture du bureau et il fallait qu'on monte le business. Il fallait qu'on développe la partie business parce que Snapchat fonctionne comme la majorité des médias grâce à la publicité. Et la publicité existe lorsque Snap ouvre à Paris. La publicité existe depuis peut-être 2-3 ans maximum, 2 ans. Et il y a une recette qui est en train de se créer avec des succès, des marques qui sont assez excitées à l'idée de commencer sur Snap. Donc, c'est ça, c'est l'arrivée des marques. Parce qu'en France, on est le marché du luxe. Enfin, toute la plupart des maisons mères sont en France, en Suisse, en Italie, un peu UK. Et donc, tu as le siège. Mais en même temps, Snapchat, c'est une génération, j'imagine encore plus il y a un peu moins de 10 ans, qui est extrêmement jeune. Donc, il fallait comprendre le ROI pour la marque, d'aller targeter Dior à une gamine de 16 ans. Et pourquoi? Parce que cette gamine de 16 ans, aujourd'hui, elle a 25 ans. Exact. Hello. et c'est vrai que pour les maisons de luxe, notamment, pour mettre l'inception, pour mettre l'idée, la petite graine dans la tête des futurs clients, il faut commencer très tôt parce que il faut aussi raconter l'histoire. Il faut expliquer pourquoi Dior est différent de Chanel, est différent de Prada, est différent de Saint Laurent et créer de la préférence de marque très jeune. C'est ma question. C'est important aujourd'hui parce que Snap, on a 900 millions d'utilisateurs mensuels. Ok. Chaque jour, on a plus de 460. T'as presque une personne sur 8 dans le monde qui est sur Snap tous les jours. Tous les mois. Tous les mois. Et l'année prochaine, on devrait vraisemblablement arriver à 1 milliard d'utilisateurs mensuels. Donc, ils se connectent tous les mois, chaque mois. 1 milliard d'utilisateurs, il n'y a pas beaucoup de monde qui peut se targuer aujourd'hui d'en avoir autant. Ça va être cher les pubs. Hein, elles doivent. Ah, si tu les diffuses partout dans le monde, elles peuvent, ouais. Mais c'est important du coup pour aujourd'hui parce que sur les 900 millions de monthly, on va avoir un peu plus de 460 millions de gens qui viennent quotidiennement sur Snapchat. Et sur ces centaines de millions d'utilisateurs, la majorité, plus de 60-70%, va interagir avec la réalité augmentée sur Snapchat chaque jour. Ah, vont mettre des filtres. Exactement. Et pour parler à leurs amis, ils vont ajouter ces lens en réalité augmentée et rendre un peu la conversation un peu plus décomplexée.
Parce que, ou plus fun, ou plus divertissante, ou plus. Et c'est comme ça que les filtres ont commencé, avec des couronnes de fleurs, des oreilles de chien, des arcs-en-ciel qu'on vomit. Oui, c'est vrai. Voilà. Oui. Donc c'est comme ça que ça a commencé, parce que c'était très playful. Et du coup, il y a des centaines de millions de gens qui ont apprécié ça. C'est devenu des icônes. Enfin, ah oui. C'est pop culture, les lens Snapchat. Ouais. Et c'est vrai que il y a un bassin d'audience, tu as des centaines de millions de gens qui font ça toute la journée. Donc nous, ce qu'on en a fait, c'est qu'on a fait des expériences, on en a fait un business, au même titre que les gens qui consommaient les stories. Parce que si on s'arrête 2 minutes sur les stories, inventé par Snapchat. Mais aujourd'hui, Instagram le fait. Ouais, et plein d'autres. Oui, et plein d'autres. Mais Mais ça a été inventé par Snapchat. Ouais. Et ce qui est fantastique, c'est simplement qu'on est arrivé aussi sur le marché à l'époque avec un format qui est devenu un standard aujourd'hui, mais qui à l'époque était très surprenant. C'était une vidéo verticale, full screen, avec le son on par défaut, dédié au mobile. Et c'est vrai qu'à l'époque, lorsque Snap arrive, c'est pour ça que je pense qu'il y a eu beaucoup d'intérêt aussi de la part des maisons de luxe, c'est que c'était révolutionnaire. Parce qu'avant, les bannières, elles prenaient la taille. Avant, tu étais sur ton BlackBerry, là, tu deviens sur ton iPhone. Tu passes sur ton iPhone, tu as des feeds, les gens ils sont habitués à consommer des feeds, tandis que nous, ce qu'ils consomment, c'est des snaps. Et les snaps, ça prend l'entièreté de ton écran, le full real estate, comme on le dit sur un écran mobile. Et de cet usage, qui est un usage organique, qui est un usage quotidien, naturel des Snapchatters, ben nous on en a fait du coup un business et on vend des publicités qui sont inspirées des snaps natifs et organiques. Et donc c'est là où on arrive auprès des marques et on dit quelque chose qui est authentique. Quelque chose qui est authentique et qui est ancré dans la consommation de l'application. Mais on a des ROI qui sont assez impressionnants. On a Dior qui a fait des essayages de leurs sneakers B27 il y a quelques années de ça. Ils ont eu un ROI de 4 ou 5 fois grâce à la réalité augmentée, grâce au lens. Et les baskets étaient sold out dans quasiment partout online et quasiment partout aussi en boutique lors des premières semaines de vente. Ouais, super succès. Et c'est pas les seuls. On voit Cartier, la Tank, français, ça marche bien. La Tank, les Love, etc. Ouais. Mais il y a des gens qui arrivent en boutique, qui essayent, qui prennent un snap et qui arrivent en boutique, qui disent est-ce que je peux essayer ça? Est-ce que je peux acheter ça? En fait, c'est ça. C'est que tu sais, on dit souvent quelque chose, c'est qu'avant d'acheter, il faut toucher le produit. Ouais. Tu vois, on te dit non, mais si le client il essaye, c'est souvent que c'est quasiment tu sais qu'il va acheter. Donc en fait, là, vous êtes un vecteur comparé à Instagram ou toi, d'autres. Tout à l'heure, tu me disais que Snapchat n'était pas un réseau social, donc tu vas nous dire pourquoi. Mais par rapport, moi, je le vois selon ma vision. Pour moi, Snapchat, c'est de la messagerie, c'est un réseau social comme Instagram ou comment ça s'appelle les vidéos? TikTok. Ouais. On dirait une vieille. Comment ils font déjà les jeunes? Voilà. Et en fait, par exemple, je trouve que Instagram, c'est beaucoup de l'influence. Tu vas voir telle influenceuse, telle star qui porte ça, donc dans un univers, donc t'aimes bien, puis ça se repeat parce que t'en vois plein, parce que souvent les campagnes elles sont souvent au même moment. Ouais. Donc tu dis super, j'adore ce produit, c'est vrai qu'il va super bien sur elle, peut-être que ça ira bien sur moi. Mais voilà. Alors que Snap, si je dis pas de bêtises, le fait donc de pouvoir essayer, c'est tellement personnalisé. Et là, vous êtes malin, tiens, un petit lien pour prendre un rendez-vous pour l'acheter. Je trouve que c'est assez extraordinaire et hyper malin pour une marque. Ah, mais c'est toi qui l'as dit. Hein. Ouais, désolé. Mais à condition d'avoir la bonne cible. Et peut-être la problématique de Snap, c'est ils ont quel âge a le consommateur moyen. Ouais. Alors, et après, on va revenir sur tout ça. Hein. Mais aujourd'hui, Snap dans le monde, c'est à peu près 90% des 13-24 ans dans plus de 25 marchés. Donc, aux États-Unis, 90% des 13-24 ans américains sont sur Snapchat. C'est le cas en France, c'est le cas au UK, c'est le cas au Middle East. Tu en as 9 sur 10 des 13-24 ans. Mais ce qui est intéressant de voir aussi, c'est que, mine de rien,
plus de 50% de l'audience de Snapchat dans le monde a plus de 18 ans, voire même plus de 25 ans. Donc oui, on est jeune et on commence très jeune et on est très intégré chez les jeunes, mais les jeunes qui ont commencé… C'est la fidélité. Il y a 9 ans, 12 ans, 14 ans, et ils continuent. Et eux ont vieilli. Parce que si tu prends les jeunes de l'époque qui avaient entre 13 et 18 ans, qui ont commencé donc il y a 14 ans sur Snap, ils ont entre 27 et un peu plus, et plus de 30 ans aujourd'hui sur Snap. Donc c'est ça l'âge moyen qu'on retrouve, notamment dans les pays matures. Ta consommation, elle change un peu. Et la consommation, elle change un peu. C'est que l'usage numéro 1 primaire de Snap, c'est prendre un Snap, le partager à ses proches. Ouais. Et donc, c'est vraiment reconnecter les amis, la famille dans leur quotidien avec la façon… Quelque chose de confidentiel en plus. Quelque chose de confidentiel et la façon la plus simple de communiquer et notamment de partager des messages un peu plus riches que du texte. Parce que Evan Spiegel et Bobby, lorsqu'ils ont créé Snapchat… Mais Selfie, mais lorsqu'ils ont créé Snapchat à l'époque, l'objectif c'était d'être un antidote aux réseaux sociaux. Et par rapport à la référence que tu faisais tout à l'heure, c'est vrai que Snap a beaucoup évolué. Et on a évolué avec les besoins et les envies de nos utilisateurs. Et c'est vrai aussi que le Snap initial, aujourd'hui, il est un peu transformé, mais toujours avec sa mission première de rassembler les gens et faire en sorte que les proches communiquent régulièrement entre eux. Mais depuis, on a introduit une map qui s'appelle la Snap Map. Mais ça, c'était génial. Hein? Ça, c'était… Alors, tu vois, c'est bizarre, tu dis de vanity, mais en même temps, c'est dingue parce que moi, je me rappelle, c'est bien et pas bien pour les relations et tout, mais tu peux voir où sont tes amis sur la map. Ouais. Et ça, c'est assez dingue. Enfin, ouais. moi quand t'as 15 ans, c'est bien. Maintenant, tu dis bon. Mais je trouve que… Mais après, si c'est que tes amis, ta famille… Exactement. Et puis, à toi de choisir aussi… Si tu veux ou pas. Si tu veux ou pas. Bien sûr. Enfin, dès que tu ouvres la map, tu peux faire apparaître ta présence à tout le monde, à personne, seulement à tes 2 meilleurs amis, surtout pas à tes parents. Enfin, voilà, la map, tu peux vraiment… c'est une map qui est très personnelle et personnalisée. Contrairement à ce que sont les maps multidirectionnelles, Google Maps, Waze, etc. C'est vrai que c'est vraiment ton cercle restreint, Snapchat. C'est ton cercle restreint. Comparé à Instagram. Oui, ça a toujours été pour les amis et les intimes et pas les millions de followers. Et c'est vraiment les gens que tu connais en règle générale, parce qu'on ne peut pas ajouter quelqu'un sans nécessairement le connaître. La personne, en règle générale, elle va accepter que les gens qu'elle connaît. Donc c'est un peu comme un numéro de téléphone, avoir le snap de quelqu'un, contrairement aux réseaux sociaux où tu peux avoir accès à n'importe qui et prendre contact aussi avec n'importe qui. Donc ouais, c'est quelque chose de très différent. Et donc la map est arrivée. C'est 400 millions d'utilisateurs mensuels de la map dans le monde. C'est colossal. Et sur la map, on va retrouver nos amis, on va retrouver les restaurants, on va retrouver les boutiques, les horaires. Donc, elle s'est hyper enrichie, la marque. Elle a hyper évolué. Donc on a la map, on a le chat qui est quand même extraordinaire. Alors, on l'a lancé récemment. On l'a lancé récemment. Donc, on a naturellement les boutiques, les restaurants, etc. qui sont présentes. Mais récemment, on a lancé ce qu'on appelle Promoted Places. Et donc, les boutiques, les restaurants et les gens qui ont un business peuvent le promouvoir sur la map avec des icônes en 3D, etc. Et dans le luxe, Gucci va être la première maison de luxe à le lancer là dans les prochains jours. Ah, mais c'est génial. Ouais, donc on verra toutes les nous, boutiques. On est début juillet, donc. Entre maintenant et septembre. Voilà. Ok. Ah, mais c'est super. Donc du coup, tu pourras retrouver les boutiques en fait, Gucci. Vous collaborez beaucoup avec les marques de luxe aussi pour les pilotes ou les choses nouvelles. Énormément. Les maisons de luxe, en fait, étant donné qu'elles sont créativement très avancées et
Et l'innovation, c'est au cœur de leur recherche aussi, d'un point de vue matériaux, d'un point de vue esthétique, design, etc. C'est vrai que l'innovation... Et le marketing, la communication, c'est quand même gros de leur budget. C'est un budget qui est certes important pour nourrir justement cet imaginaire autour de chaque maison et chaque marque. Donc on travaille énormément avec eux et on innove avec eux. Donc à chaque fois, mais très souvent, les maisons de luxe sont premières à lancer tel ou tel produit sur Snapchat ou telle innovation, telle ou telle technologie. Ça a été le cas pour la première maison à faire du virtual try-on de chaussures, c'était Gucci. Dior a fait fast forward, est arrivé en deuxième et a fait une... Gucci, c'est quoi? C'était les Jordan? C'était les... Les Jordan? Les mocassins? Non, c'était les sneakers. Ah, ok. Au début, c'était les sneakers, c'était les... Gucci était vraiment avancé par rapport à plein de maisons, surtout les États-Unis, même pour la map, c'est encore eux les premiers. Complètement. À l'époque, c'était parmi les maisons les plus avancées. Après, la première maison à avoir fait quelque chose avec des expériences en réalité augmentée, mais qui était très 2D à l'époque, c'était Tiffany. Aux États-Unis, il y a eu Chanel qui, pour numéro 5, un lancement en 2015-2016, avait fait une expérience en réalité augmentée assez mémorable aussi. Donc, plus récemment, on a eu Prada qui a été les premiers à faire l'essayage de sacs en réalité augmentée aussi. C'était le sac Galleria. On a eu Vuitton qui a été le premier à lancer des expériences sur les monuments avec Yayoi Kusama à l'époque. Bon, oui, c'est vrai que les maisons de luxe, elles sont pionnières dans l'usage de ces nouvelles technologies, disons, qu'on a sur Snap. Donc, on coécrit beaucoup d'expériences qui vont nourrir les utilisateurs et derrière, qui sont reprises par des centaines et des centaines de marques. En 2016, on a lancé les premières lunettes connectées de Snapchat qui s'appellent les Spectacles. Et c'est vrai que pour faire encore le parallèle avec ce que tu disais tout à l'heure, on investit dans la réalité augmentée parce que aujourd'hui, c'est plusieurs centaines de millions de personnes qui le font sur Snap, mais pour nous, c'est aussi le futur. Et c'est le futur du contenu du web. Parce que, je pense qu'on le voit, hein, les entreprises Internet américaines ou autres investissent récemment énormément dans les objets connectés et notamment des lunettes connectées. Mais nous, ça fait plus de 10 ans qu'on fait Google, tout ça. Exactement, nous, ça fait plus de 10 ans qu'on fait ça. C'est beaucoup de R&D, vous. Beaucoup de R&D, mais on a lancé les premières lunettes auprès du consommateur qui avaient la capacité de prendre un snap circulaire. Bon, ça, c'est un autre aspect, mais c'est optionnel. Mais on pouvait prendre un snap avec les photos et le diffuser sur Snap de façon quasiment instantanée. Pas très différent de ce que d'autres font aujourd'hui, sauf que nous, on l'a fait il y a 10 ans. Aujourd'hui, ce qu'on fait avec les Spectacles, on est connecté à Internet et on voit surtout à travers des écrans dans les lunettes des Spectacles des objets en réalité augmentée qui viennent s'apposer sur le monde autour de soi. Donc, on est convaincu que la prochaine vague Internet est déjà de toute façon disruptée par l'intelligence artificielle, ça c'est une évidence, mais l'intelligence artificielle c'est un peu backstage, mais ce que l'on va voir, la forme de ce que ça va prendre, ça va être la réalité augmentée à travers les lunettes. Donc, je vais parler à mon assistant qui va me retranscrire les informations sous forme de réalité augmentée. Je dis quelque chose de très simple. Je vais sur un piano. Aide-moi à prendre la lettre à Élise sur mon piano. Et donc là, je vais pouvoir, avec mes lunettes, regarder mon piano et avoir c'est fou. Voilà, une aide pour pouvoir jouer, apprendre à jouer. Pareil pour mon GPS, guide-moi vers je ne sais où, quelle est la taille de ce bâtiment. Et bien sûr que le compute sera powered by AI, mais visuellement, ça ne sera pas du texte et des liens bleus. Hein. Ça sera sur lesquels on peut cliquer. Ça sera de la réalité augmentée et on verra à travers.
Et donc nous, on a annoncé que l'année prochaine, les lunettes sortaient pour le grand public. Alors, question signature Geoffrey. Quel est le premier achat de luxe que tu as eu dans ta vie, le dernier? Que tu as eu, acheté, reçu, offert? Tu te rappelles ta première pièce que tu as eue? Mais j'essaie de me souvenir vraiment le premier du premier. Oui, l'émotion, J'ai eu pour mes 18 ans une montre Tag Heuer Carrera. Voilà. Et je crois que tu as interviewé de. Voilà, hein. Ouais. Voilà, c'était vraiment. Tu l'as encore? Je l'ai encore, bien sûr. Ah, génial. Bien sûr. Ah ouais, je l'ai encore. Et je crois que c'est un autre de tes invités. J'ai eu aussi, à l'époque, peut-être que tu t'en souviens pas, t'étais trop jeune, mais la petite montre Bulgari sur lesquelles il y avait des villes différentes, tu sais, avec le bracelet en cuir, le tout petit cadran, etc. Ah, je te montrerai. Ça a été à va faire doublement plaisir, Antoine. Ouais, ah oui, en plus. Si tu l'as encore, celle-là? Non, celle-là, on me l'a volée. Mais enfin, on me l'a volée. J'ai été négligent. Aussi un peu? Un petit peu. Ah ouais, le vol on des me l'a pas montres. arraché. Ouais, non. Ouais, je sais de quoi je parle. Ok, quelle est la dernière, mais que tu peut-être aussi t'es offert ou a offert à ta femme, tu vois? T'as reçu en cadeau? Une chemise Prada. C'est une maison que j'affectionne particulièrement et ça devait être t'aimes toujours le côté styliste? Oui, j'aime toujours. T'aimes toujours le beau retombé. Est-ce que t'essayes toujours un habit avant de l'acheter, justement, ou pas? Quasiment tout le temps. Ouais, c'est bien. Quasiment tout le temps, mais en revanche, lorsque j'ai trouvé quelque chose qui me va, je le décline dans toutes les couleurs. Ouais. Donc c'est pour ça, la chemise Prada, c'était pas la première. C'était un très bon basique. Exactement. Une maison de luxe que tu aimes particulièrement et pourquoi? Je viens de parler de Prada, donc je vais peut-être changer parce que c'est pas la seule. Dior et Vuitton, ça se dit? Ouais, quand on dit une, est-ce qu'on peut dire? Pour plusieurs choses. Vuitton parce que ma mère est fan de Vuitton et j'ai grandi avec ça, donc les damiers, les monogrammes, etc. C'est que tu le portes autour du cou toute la journée avec ton badge. Ouais, c'est mon badge, c'est pratique. Hein. Ouais. Donc c'est vrai que ça m'est cher pour tout ce que j'ai reçu, pour tout ce qu'on m'a transmis, je dirais. Et Dior, parce que j'aime beaucoup l'aspect élégant, mais en même temps trendy, mais pas trop, et aussi assez sport, décomplexé. Enfin, ce qu'a fait Eddie Slimane chez Dior il y a pas mal d'années maintenant, ce qui a été repris par Kim Jones derrière, entre autres, mais notamment, et là aujourd'hui avec Jonathan Anderson qui vient d'arriver, voilà, c'est des maisons avec lesquelles je peux m'habiller assez régulièrement. Qu'est-ce que tu aimes le moins dans le luxe et qu'est-ce que tu aimes le plus? Le moins, peut-être l'a priori. L'a priori dans le luxe, on a toujours un a priori, peut-être vis-à-vis des personnes en fonction de leur code vestimentaire, et on a un jugement dans le luxe. Ils sont par définition, ils sont exposés à ça toute la journée, donc le paraître est quelque chose d'extrêmement important. Et c'est vrai que même si, bien sûr, dans le luxe, on s'intéresse beaucoup au fond et aux problématiques des personnes, parfois, voilà, il y a cette superficialité qui s'arrête au look. Voilà. Alors qu'en fait, c'est juste de l'esthétisme. Complètement. Mais l'esthétisme peut avoir ce lien de distance. Ouais, que tu as beaucoup en France. Que tu as beaucoup en France. Dans les autres pays, hein, c'est très culturel. Complètement. En France, le en jugement. Italie. Ouais. Qu'est-ce que tu adores le plus dans le luxe? Ouais. L'obsession du détail. Moi, voilà, je suis quelqu'un de pas maniaque, mais j'aime quand les choses sont très carrées et surtout le sens de l'élaboration de la chose, et je suis perfectionniste et le luxe et je pense
l'industrie ultime du perfectionnisme, même si parfois il y a des irrégularités volontaires, même ça c'est du perfectionnisme d'une certaine façon dans des courbes, dans des formes, donc tout ouais. a un sens. Exactement, tout a un sens et poussé dans l'exécution au détail le plus exigeant en fait. Moi c'est une des choses que j'aime le plus dans le luxe, c'est ce sens du détail que tu n'as pas dans d'autres industries, dans le sens où tu vas aller beaucoup plus loin. Mais par contre, tout le monde n'est pas capable de voir le détail. Non. Et ça, même si tu vas éduquer, Bien sûr. éduques et tout, mais c'est des fois du détail et le beau. Tu peux avoir un esthétisme que tu trouves pas beau, mais qui a du beau, qui a un sens. Tu Complètement. Vois et je trouve que c'est ça qui, par exemple, nous les Français, on le comprend souvent. Ouais. C'est moins alors que dans d'autres beaucoup moins. D'autres contrées. Oui, des fois c'est très pratique et pas très beau. Je sais pas si c'était le pays, mais ta définition du luxe. Le luxe, c'est pouvoir se faire plaisir. Pour moi, le luxe, c'est pouvoir se faire plaisir à soi-même. Ouais. Et c'est vrai que mes filles, c'est drôle parce que ma fille, quand on voyage, elle me dit souvent oh, c'est luxueux, c'est accueillant. Et je trouve que c'est tellement mignon de dire ça, que c'est accueillant. Même le terme luxueux dans sa bouche, elle a 9 ans, hein, mais c'est accueillant et je trouve que ouais, c'est quelque chose de… Donc se faire plaisir, c'est je pense l'image qu'elle a en tête de l'accueil, tu vois. Ouais. Donc ouais, se faire plaisir. Et dernière question, qui aimerais-tu entendre sur le podcast de luxe? Ouh Que tu vas nous ramener. Que je vais vous ramener. Il y a beaucoup de gens que j'aimerais entendre sur le podcast du luxe, qui sont parfois plus discrets, mais des gens que j'aime beaucoup. C'est un d'eux. Gary Pinago, Balenciaga, Pierre Castillon de chez Louis Vuitton, Solène Le Grignou de chez Chanel, Nick de chez Tiffany. Enfin voilà, c'est des gens que j'apprécie beaucoup et qui je pense et qui ont des millions de choses à dire parce que eux ils le vivent le luxe au quotidien, parce que nous on le regarde. C'est vrai. Ah bah, merci beaucoup Geoffrey. Ben, merci à toi. J'espère du fond du cœur que vous avez apprécié cet épisode. Je vous invite à le partager autour de vous, commenter, nous faire vos retours, évidemment vous abonner sur toutes les plateformes et sur les réseaux sociaux. Merci infiniment pour votre soutien depuis le début avec la première saison. Vous êtes de plus en plus à nous suivre et évidemment c'est extrêmement important, donc je suis hyper reconnaissante, ainsi que tous les invités avec nous. Je vous dis à la semaine prochaine et vous dis à très vite.